Quel progrès aura-t-on réalisé en intelligence artificielle d'ici à 2023? De quoi seront réellement capables les IA dans les 10 années à venir? Bonjour Émile Servan-Schreiber. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie cognitive, vous êtes déjà venu sur le plateau de Smartech. On sait aussi que donc, vous êtes directeur de Hypermind, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'intelligence et de la prévision au service des organisations qui veulent développer leur capacité d'innovation. On l'a annoncé aussi, jusqu'au 15 avril dernier, Hypermind ont proposé de participer à un grand concours de prévision sur les progrès de l'intelligence artificielle, donc horizon 2023 et 2030. Déjà, quelles étaient les questions posées? Quels étaient les types de questions posées? C'était des questions très pointues? Alors, c'est des questions surtout très pointues sur les benchmarks des modèles dans les différents types de tâches sur lesquelles on teste les modèles d'intelligence artificielle, donc la reconnaissance d'images, la segmentation d'images, la reconnaissance d'objets, il y a plein de choses différentes, la capacité à comprendre du langage naturel, etc. Et puis aussi des sujets un peu plus sociétaux. Quel sera l'impact sur l'économie, sur nos professions, sur l'emploi, sur les capitalisations boursières des grandes entreprises, de l'intelligence artificielle à horizon, donc 3-4 ans, voire 10 ans. Alors, quel profil de participants vous avez eu? Plutôt des experts, des amateurs, des penseurs? Alors, des penseurs amateurs, c'est-à-dire des amateurs au bon sens du terme, des gens qui s'intéressent, qui ne sont pas forcément des experts, des professionnels du domaine, mais qui en tout cas s'y intéressent de près, suffisamment pour vouloir réfléchir à ce que ça pourrait donner à l'avenir. Et donc, ce sont des gens qui venaient de partout. Autant de participants en France qu'aux États-Unis? Alors, des participants du monde entier, c'est très intéressant. Ah oui. Au moins, dans les gagnants, par exemple, il y avait 12 pays. Dans les 30 gagnants, il y avait 12 pays, jusqu'en Australie, donc beaucoup de Français, beaucoup d'Américains, c'est à peu près 70% Français-Américains, et puis le reste venant de tous les pays, y compris la Russie, le Portugal, le Maroc, et jusqu'en Australie. Et combien de participants au total? On avait à peu près 200 participants. Donc, l'heure est venue de dévoiler les résultats. Les algorithmes d'intelligence collective, vous nous l'aviez expliqué la dernière fois, d'Hypermind ont donc agrégé toutes les prévisions. Qu'est-ce que ça a donné? Quels sont les résultats? Alors, par exemple, pour une question importante qui est la capitalisation boursière d'Alphabet. Oui. C'est donc une entreprise qui dépend beaucoup, de plus en plus, de l'IA. Et donc, Alphabet, donc c'est la maison mère de Google. C'est la maison mère de Google, voilà, donc, qui est aussi la maison mère de DeepMind, qui produit les plus grosses intelligences artificielles aujourd'hui, etc. Donc, on va passer de maintenant, c'est à peu près 1,4 milliard de dollars, on passera en 2030 jusqu'à 10 milliards de dollars, donc x7. Ouais. Donc, ça vous montre à quel point les gens sont optimistes sur la taille économique de l'intelligence artificielle à l'avenir. Il y a aussi, par exemple, on peut regarder le degré moyen d'automatisation des professions les plus courantes aux États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est à peu près une échelle de 0 à 100, où disons, c'est moyennement automatisé. La plupart des professions, en moyenne, sont autour de 30 sur 100. Hein. Donc moyennement automatisé, on va passer à quelque chose de quand même beaucoup plus sérieux, puisqu'il va y avoir une augmentation de 65% jusqu'à à peu près 50% d'automatisation pour les professions, y compris des choses communes comme les baristas ou les avocats. Donc ça touche vraiment à des choses très très larges. Il y avait des différences entre les prévisions d'un côté et de l'autre de l'Atlantique? Non, pas vraiment. Globalement, c'est assez universel comme sujet. Alors, vous expliquez de manière très documentée, fort convaincante, je dois dire, dans votre ouvrage Super Collectif, la puissance de nos intelligences, qui est paru chez Fayard, que les prévisions collectives sont meilleures que les prévisions individuelles d'experts. Alors, pourquoi, Émile, un concours individuel? Alors, on fait des concours individuels parce que pour que l'intelligence collective fonctionne, il faut que chacun réfléchisse de la façon la plus indépendante possible. Et la meilleure façon de faire réfléchir chacun de façon indépendante, c'est de mettre de la compétition pour que chacun essaye d'être meilleur que les autres. Donc de ne pas simplement suivre les autres, mais de réfléchir pour soi-même. D'ailleurs, on se rend compte quand on regarde le cerveau, qu'un cerveau qui parie est un cerveau qui réfléchit plus et mieux qu'un cerveau qui fait juste un like ou un vote. Donc ça, c'est la première chose. Ça fait réfléchir. Donc, stimulation intellectuelle. Ça stimule la partie du cerveau qui nous différencie des singes, en gros. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que quand il s'agit du futur, personne n'est expert. Donc les experts sont très très bons pour vous dire ce qu'il s'est passé ou ce qui est aujourd'hui, mais ils sont en général individuellement très mauvais pour vous dire ce qui va se passer. Et ça, il y a des études
énormes qui ont été faites dans les 20 dernières années, des études sur des longues plages pendant 20 ans, pendant 4 ans, sur des tas de sujets, avec des milliers de personnes de différents niveaux d'expertise qui vous montrent que l'expertise n'est pas déterminante. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu des experts en IA très reconnus, comme, je sais pas, un Yann Lequin qui aurait participé au concours? Non, alors les experts ont tendance à vouloir ne pas participer à ce type de concours où justement il y a des notes objectives qui sont données sur la qualité des prévisions, parce que ça risquerait de les diminuer, de diminuer leur expertise aux yeux du monde. Donc c'est a-t-il participé sous pseudo? On ne sait pas. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une science aujourd'hui d'être un pronostiqueur? Oui, alors la prévision, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de science, effectivement. Et c'est une question de science à 2 niveaux. Premièrement, parce qu'on peut l'étudier scientifiquement, justement en organisant des grands concours sur des tas de sujets avec beaucoup de gens, et ensuite on peut regarder qui a raison, qui a tort, etc. Et ensuite, on se rend compte quand on fait ça qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que d'autres, et que ces gens-là, partie infime, 2% environ des participants, sont ce qu'on appelle des super prévisionnistes. Ce sont des gens qui ont la bosse de la prévision, comme d'autres ont la bosse des maths. Et à partir du moment où on peut repérer quelles sont les compétences de ces gens-là, on peut commencer à essayer de les émuler. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous des super champions de la prévision, mais de la même façon qu'on n'a pas besoin d'être Mbappé pour prendre du plaisir à s'améliorer en football. Donc là, c'est la même chose. On peut chacun s'améliorer en s'inspirant de leurs techniques, parce que ce sont des techniques, pour devenir des meilleurs prévisionnistes soi-même. Peu importe le domaine, si on est un bon pronostiqueur, c'est dans n'importe quel domaine, oui. Sur n'importe quel sujet. Oui, c'est-à-dire l'enseignement principal de toutes ces études à très long terme, c'est que le plus important dans la prévision, c'est pas ce que l'on sait, c'est comment on pense. Voilà, donc on pourrait revenir à la tête bien faite plutôt que la tête bien pleine, c'est exactement ça, donc ça a juste été redécouvert. Merci beaucoup, Émile Servan-Schreiber, directeur de Hypermind. Où est-ce qu'on peut trouver les résultats, voir la liste des gagnants? Alors, il faut aller sur predict.hypermind.com, predict.hypermind.com, et là, vous aurez les liens pour retrouver les tableaux de bord avec toutes les prévisions. Et dans 10 ans, on saura qui avait raison. Avec beaucoup de Français, notamment. Énormément de Français. C'est quand même un site principalement, donc c'est transatlantique, avec 70% de Français, 30% d'Américains, grosso modo. Merci beaucoup, Émile Servan-Schreiber. C'est l'heure de changer de sujet. Cette fois, on va s'intéresser à l'amour. On va parler de la Love Tech.